Et elle a créé cette agence, Montblanc Weddings, en étant anglaise à Chamonix. Il y a une très forte population anglo-saxonne à Chamonix, pour les personnes qui voulaient venir se marier au pays du Mont-Blanc et plutôt les personnes anglo-saxonnes. T'as espoir qu'il va faire beau, mais nous à la montagne, c'est qui tout double. Alors qu'en hiver, a priori, il va faire froid et a priori, il y aura de la neige. En hiver, si on est sur le domaine skiable, il faut demander des autorisations aux remontées mécaniques et aux exploitants du domaine skiable, et tu ne pourras pas être à un endroit où les gens skient, où ça peut être dangereux. Hello et bienvenue dans Carnet de Noces, le podcast dans lequel des wedding planners à succès nous racontent leur histoire. Je suis Benjamin Turc, cofondateur de Planners, la plateforme dédiée aux organisateurs de mariages français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Flore et Jen, des wedding planners passionnés qui bossent dans une des plus belles régions de France que je connais très bien parce que j'habite à proximité. Elles bossent en Savoie, en Haute-Savoie, à Chamonix et à Megève. Elles organisent des mariages forcément principalement dans cette région, l'été mais surtout l'hiver. Et donc aujourd'hui on va faire un focus sur le mariage en hiver. Elles vont d'ailleurs nous raconter des anecdotes de mariages féeriques qu'elles ont organisés. Elles vont également nous raconter comment elles s'organisent, comment elles se sont lancées, comment elles sont d'ailleurs tombées dans le domaine du mariage en reprenant une agence créée par une de leurs amies. Donc ça, pareil, c'est une des spécificités de leur entreprise. Je ne vais pas t'en dire plus. Je te laisse tout de suite écouter ma discussion avec Jen et Flore. Avant de lancer cet épisode, j'aimerais te parler du Club Planners. Alors le Club Planners, c'est quoi ? C'est un nouveau programme d'accompagnement spécifiquement dédié aux wedding planners. Et c'est un programme assez innovant puisqu'il regroupe non seulement des contenus exclusifs qui vont être produits par notre formatrice officielle Fabiola, mais également des fonctionnalités communautaires avec des espaces de discussion sur lesquels tu vas pouvoir partager tes victoires, tes échecs, poser des questions, demander du feedback, mais aussi discuter avec d'autres wedding planners membres du club. Je ne vais pas t'en dire plus, je t'invite dès maintenant à aller voir de quoi il s'agit sur le site leclubplanners.fr. Allez, à tout de suite pour l'épisode. Bonjour à vous deux, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jen et Flore pour un nouvel épisode du podcast Carnet de Noces. Aujourd'hui, on va partir à la montagne, plus précisément dans les Alpes, dans les pays alpins. Et je vais tout de suite vous demander de vous présenter, Flore et Jen, ou Jen et Flore, celle qui veut commencer. Bonjour. Alors, moi, je me présente, je m'appelle Jen, enfin Jennifer, mais Jen pour le travail, on va dire. Je suis installée pour ma part à Megève depuis 2005, donc depuis quelques années. Je ne suis pas du tout originaire de la montagne, mais j'ai su m'adapter et apprendre à vivre dans les belles montagnes de Megève et de la Haute-Savoie, principalement par le travail. Puis ensuite, voilà, j'ai fait mon nid ici et je suis installée et j'y suis bien. Et par le biais du travail, j'ai eu la chance, mais vraiment la chance de rencontrer Flore, qui est ici, et voilà, avec qui on a appris à se connaître aussi. On est devenus amis très proches. Et puis, il y a quelques années, on a eu un projet de travailler ensemble. Oui, c'est ça. Donc, moi, c'est Flore. Jen a bien résumé un peu notre histoire d'amitié qui s'est transformée après en projet professionnel. Moi, j'habite à Chamonix, au pied du Mont Blanc. J'ai grandi en Haute-Savoie, à côté d'Annecy, et je me suis retrouvée à Chamonix un peu par hasard il y a 12 ans, en pensant que j'allais pas forcément y rester. Et puis, il y a quand même quelque chose d'assez fort à Chamonix, une énergie assez intense. Et puis finalement, voilà, ça fait 12 ans et j'y suis toujours. Et puis, comme Jen l'a dit, on était amis, et ça fait longtemps qu'on se disait il faut qu'on fasse quelque chose ensemble, et on a eu cette opportunité de reprendre la marque Montblanc Weddings qui appartenait à une amie et qui a décidé d'arrêter elle l'activité en 2009, et c'était un peu en 2019 pardon, et donc c'était l'occasion de se lancer dans les mariages, voilà. C'est super intéressant puisque je crois que c'est la première fois qu'on a une wedding planner, enfin une agence qui reprend une autre agence, donc et ça, ça, vous voyez, je le savais pas. Donc on va sûrement en parler. Jen, t'as dit que tu avais rencontré Flore, enfin vous vous êtes rencontrés
pendant une expérience professionnelle. Qu'est-ce que vous avez fait avant de devenir wedding planner? Alors à l'époque, on travaillait toutes les deux dans l'hôtellerie. On s'est croisés dans une résidence hôtelière. En fait, c'était de la location de chalet avec service hôtelier sur Megève et à proximité de Chamonix. Donc on s'est rencontrés comme ça. On a créé et tissé des liens à travers ces beaux chalets, voilà, qui nous ont demandé beaucoup d'énergie et c'était très intense. Du coup, on a appris à se connaître de manière assez forte, on va dire. Et voilà, on n'a pas cessé de se suivre, même si Flore est partie vers d'autres aventures plus ou moins lointaines. Mais quand elle est revenue dans les montagnes, du coup, ça avait du sens de se retrouver au-delà de notre amitié. Et donc ça a démarré dans les montagnes. Flore, toi, tu es partie, ensuite tu es revenue, et c'est à ce moment-là que vous êtes associés. Alors, c'est pas tout à fait à ce moment-là. On s'est retrouvés en tant qu'amis à mon retour en 2010-2011. Et puis, on se disait tout le temps, il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble, Et c'était pas forcément le bon moment dans nos vies à ce moment-là. Et puis, avec cette opportunité de reprendre Montblanc Weddings en 2019, et puis nous, on était à des stades de nos vies et de nos carrières où c'était le bon moment. Donc, c'était un peu tout aligné. Sauf qu'on n'avait pas prédit le Covid, évidemment. Mais à part ça, à part le Covid, c'était le bon moment. Et ben, racontez un petit peu comment ça s'est passé, puisque j'imagine que en plus le wedding, c'était peut-être pas l'industrie dans laquelle vous dirigiez naturellement. Comment est-ce que ça s'est présenté, cette opportunité? Alors, en effet, le projet de départ, c'était pas du tout le wedding, c'était notre agence événementielle qui s'appelle Origine, avec laquelle on organise des événements d'entreprise. Donc, on a lancé Origine donc en 2019 et le temps de créer notre carnet d'adresses et de développer notre marché, on a eu cette opportunité de reprendre Montblanc Weddings, qui était donc une agence déjà existante, qui avait pignon sur rue, qui était connue et reconnue sur Chamonix au pays du Mont-Blanc. Donc, du coup, c'était l'occasion pour nous de nous lancer avec un filet de sécurité, on va dire. Donc, du coup, naturellement, on a repris Montblanc Weddings, mais en ayant présent à l'esprit que ce serait une activité parmi le reste et qu'on développerait en parallèle de ça l'activité séminaire. Ouais, et juste peut-être pour compléter, cette activité, en fait, c'était une amie qui avait Montblanc Weddings, qui est anglaise, et qui avait créé ça en 2012, je crois. Je ne sais plus exactement l'année. Bref, et elle a créé cette agence Montblanc Weddings en étant anglaise à Chamonix. Il y a une très forte population anglo-saxonne à Chamonix pour les personnes qui voulaient venir se marier au pays du Mont-Blanc et plutôt les personnes anglo-saxonnes. Et elle ne parlait pas français. Donc, comme nous, à cette époque-là, elle avait son agence, on était freelance, où on travaillait pour d'autres agences dans l'événementiel, entre autres. Elle faisait appel à nous pour faire toute la relation avec les prestataires. Elle faisait le lien avec les mariés et nous, on gérait la fleuriste, le lieu, le traiteur, enfin tout ce qu'il y avait à gérer avec les personnes qui ne parlaient pas anglais, puisqu'elles ne parlaient pas français. Et en fait, on a appris le métier avec elle comme ça, en travaillant en freelance sur quelques mariages. Et quand elle a décidé d'arrêter l'activité, et que nous, on démarrait une autre activité vraiment d'agence, on s'est dit, c'est l'occasion, en fait, on a déjà ce savoir-faire. Elle avait les clients qui arrivaient et auxquels elle voulait plus répondre. Donc, c'était le démarrage. Mais ça a bien évolué depuis, puisqu'elle avait pas du tout de clientèle francophone, alors que maintenant, nous, on a une clientèle, c'est à peu près moitié-moitié, francophone, anglophone. Et donc, ça a un peu changé, mais en tout cas, ça nous a mis le pied à l'étrier. Et une question un peu technique, parce qu'il y en a peut-être là qui nous écoutent et qui aimeraient vendre peut-être leur agence. Ça se valorise comment, une agence de wedding planner, si vous pouvez en parler, bien sûr. Comment est-ce que vous avez vraiment, comment est-ce que entre le moment où vous décidez que ça va se faire et le moment où ça se fait, c'est quoi les différentes étapes Alors là, c'était un peu particulier parce que c'était donc dans le cercle d'amis, que elle cherchait pas spécialement à vendre, que son activité elle était en stand-by, ça faisait 1 an qu'elle avait plus fait de mariage, donc elle l'a plus, ça a plus été fait de manière
on va dire, informel entre nous, un peu plus façon sur donation que vraiment comme vendre une entreprise. D'accord. Maintenant, j'imagine que si on devait nous vendre la marque aujourd'hui avec tout ce qu'on a créé par rapport à l'existant, je pense que ce serait valorisé par rapport au chiffre d'affaires des mariages où on sait à peu près le chiffre d'affaires qu'on arrive à garantir par an, et ce serait certainement un pourcentage de ce chiffre d'affaires. Et puis après, il faudrait faire évidemment tout le côté légal, une estimation, et puis comme on vend une entreprise ou comme on vend une marque, alors que nous, ça a vraiment été fait oui, de manière plutôt informelle, où sa société, elle l'a juste stoppée en Angleterre, parce qu'elle était enregistrée en Angleterre, et elle nous a transmis la marque, et nous, voilà, ça a été plus une donation entre nous, quoi. Voilà, on a racheté la marque, toute la charte graphique et le site internet qui était existant et qui était très bien référencé en plus sur le marché anglophone. Donc du coup, ça a été vraiment une vraie belle opportunité pour nous, parce qu'au final, on a démarré avec un outil qui était déjà rodé et existant. Et du coup, on a eu juste à répondre aux appels entrants et puis voilà, à continuer de communiquer régulièrement sur le site internet et sur les réseaux sociaux. D'accord, donc vous à la base, et c'est ce que je voulais vous demander puisque je l'ai vu en bas du site, vous avez une petite phrase « Montblanc Weddings by Origine ». Oui. Et justement, je me demandais quelle était la part de mariage versus les autres événements que vous organisez avec votre agence. Parce qu'à la base, j'imagine que vous n'étiez pas parti pour faire du mariage, et c'est grâce à cette opportunité que vous vous êtes mis à en faire. Mais maintenant, quelle est la proportion, justement, de mariage dans votre business global ? Alors après, ça dépend si on parle de chiffre d'affaires ou si on parle en nombre. En nombre, pour l'instant, c'est les mariages qui sont le plus présents dans notre business, mais aussi parce on va dire qu'on est leader sur le marché, quasiment leader. Il y a peu de concurrence sur le marché dans le pays du Mont-Blanc. Alors que sur l'événementiel, il y a beaucoup d'agences événementielles. Il y a même des agences qui ne sont pas basées localement, qui vont proposer Chamonix, Megève, les Alpes, etc. Donc, en termes de nombre, on a plus de mariages que de séminaires et d'événementiels. En revanche, en termes de revenus et de chiffre d'affaires, je pense qu'on est à peu près à 50-50. Ouais. Oui, c'est que les événements d'entreprise sont plus rémunérateur, et peut-être même en taux horaire, c'est plus intéressant. Voilà, exactement. On y passe souvent moins de temps. Enfin, les mariages, ça va être quand même assez chronophage, dans le sens où si on ramenait à l'heure, le taux de ce qu'on facture et le temps qu'on y passe, ce serait un peu effrayant, je pense. Voilà. Ouais. Et donc vous ne vous voyez pas faire que du mariage. Non. C'est aussi ça qui permet d'équilibrer la balance et puis d'arriver à une activité derrière qui est rentable pour vous, et puis justement qui vous prend pas trop de temps au vu du chiffre d'affaires généré. Exact. C'est ce qu'on voudrait réussir à équilibrer. Maintenant, moi, si je me projette un peu dans l'avenir, je m'imagine pas non plus ne plus faire de mariage, parce qu'on est quand même dans un cadre ici à la montagne qui est assez exceptionnel. On partage, au-delà de l'organisation pure, de la coordination, etc., on partage quand même des moments forts avec nos futurs mariés et nos mariés. Et je pense que, moi, ça me manquerait si on devait réduire la voilure de manière significative, parce que malgré tout, on s'investit dans un projet. C'est souvent des projets à long terme, sur plusieurs mois, voire une année. Et le jour J, on est toujours dans l'émotion avec nos mariés. Donc ça, je pense honnêtement que moi, ça me manquerait. Oui, c'est vrai qu'il y a ça. Et puis, comme tu dis, le rapport, il y a des mariés avec qui nous, en fait, on part du principe qu'on tutoie tous nos clients. On est beaucoup sur le tutoiement, etc. Bon, pour les francophones, parce que les anglophones, forcément, voilà. Mais on a une relation assez ouverte et casual avec nos mariés. Et ce qui fait qu'il y en a pour qui on va pas dire que ça devient des amis, mais s'ils viennent à Chamonix, ils vont nous appeler, ou à Megève, ils vont nous appeler après leur mariage pour aller prendre un café. Enfin, on a vraiment une relation amicale qui se développe. Donc, c'est assez sympa. Et puis, à savoir aussi que dans notre équipe, on a deux jeunes femmes qui viennent de démarrer avec nous en alternance.
Et c'est vrai que elles sont hyper motivées aussi pour le mariage, etc. Donc, nous, l'idée, c'est de développer le séminaire, mais en tout cas, on réduira absolument pas les mariages parce qu'on a aussi ces 2 personnes qui ont envie de faire du mariage et qui seront capables de prendre le relais aussi sur certaines choses. Ouais, c'est ça. Après, c'est une activité passion, hein. C'est aussi ce qu'on observe C'est ça. chez les autres wedding planners. C'est-à-dire que et je pense que le calcul, c'est vrai, en termes de taux horaire, en termes de temps passé et puis chiffre d'affaires, parfois, il vaut mieux pas le regarder. Il n'y a pas que ça. Et heureusement, sinon, il y aurait peut-être beaucoup moins de wedding planners. Oui. Mais OK. Et donc, même en termes de compétences, est-ce que pour vous, parce que vous, j'ai l'impression que vous venez de l'événementiel et que vous avez un peu basculé vers du mariage, est-ce que pour une wedding planner qui demain aurait envie de faire de l'événementiel, d'entreprise, séminaire, etc., est-ce que pour vous, c'est assez simple de faire le switch quand on vient de l'organisation de mariage, ou est-ce que c'est peut-être un peu plus dur de faire le mariage d'abord et l'organisation de séminaire ensuite, plutôt que l'inverse comme vous avez fait? Alors, je ne sais pas trop répondre à ça. Moi, je ne sais pas trop répondre à ça parce que c'est vraiment 2 approches différentes, même si le fond du métier reste le même, c'est-à-dire l'organisation, enfin, trouver un lieu, trouver des prestataires, organiser, coordonner, la base reste la même. Maintenant, c'est vraiment 2 approches différentes, c'est-à-dire que le séminaire, ça reste très formel. Il y a des objectifs à atteindre, il y a des messages à faire passer, il y a beaucoup moins de charge émotionnelle. Le mariage, c'est ce qu'on disait, c'est qu'on traverse une tranche de vie avec les mariés, avec leur famille, on crée une relation au-delà de la simple organisation de l'événement. Et du coup, je ne me rends pas compte quelle serait l'approche la plus simple. Est-ce qu'il faut venir par l'événementiel pour faire du mariage ou par le mariage pour faire de l'événementiel ? En fait, ouais, aussi pour compléter, je pense que ce qui se passe, c'est que, comme tu disais, le travail en soi de planification et de coordination, l'attention aux détails, etc., ça, c'est des compétences transversales qu'on peut utiliser sur du séminaire, sur du mariage, sur de l'organisation de peu importe. En revanche, c'est plus l'approche client qui est vraiment différente. Et effectivement, on ne va pas aborder des mariés de la même façon dont on va aborder des clients en séminaire. Et c'est vrai que, par exemple, par rapport aux personnes qu'on est en train de former, on est souvent en train de leur dire, en fait, avec les mariés, il faut broder. Il faut leur demander, il faut s'intéresser à leur vie, il faut s'intéresser à ce qu'ils font. Tu peux pas arriver en disant oui, bonjour, voilà le devis du traiteur, bonne journée, au revoir. Tu es obligé de leur dire alors comment s'est passé votre week-end, vous en êtes où est-ce que vous avez trouvé vos alliances, voilà, de créer un lien qu'on n'a pas forcément avec le client séminaire. Et le client séminaire, il va être plus droit au but. On va être moins dans la psychologie, bien que des fois, on en fait aussi. Mais moi, je dirais que c'est vraiment ça la différence. Et que c'est l'adaptabilité, donc d'aller dans un sens ou dans l'autre. Au final, c'est vraiment qu'il faut savoir s'adapter, quoi. C'est ça. Et est-ce qu'à 2, là, justement, il y en a une qui fait un peu plus de séminaire, l'autre qui fait un peu plus de mariage? Comment est-ce que vous vous organisez? Alors, pour l'instant, on va dire... Enfin, non, pas pour l'instant, depuis le début d'ailleurs, ça se répartit très équitablement en fonction des disponibilités et des affinités de chacune avec le projet qui nous est présenté. Maintenant, de manière tout à fait naturelle, Flore est parfaitement bilingue anglais, donc du coup, elle va plus facilement rentrer en échange et en émotion avec les futurs mariés qui parlent anglais. Moi, je m'en tiens à un anglais très formel, pas très approfondi. Donc, du coup, ça a plus de sens que ce soit Flore qui prenne en charge ces projets-là, parce que les clients, comme on le disait, ont besoin d'échanger, d'être compris. Il faut essayer d'aller gratter un peu derrière les messages qu'on nous envoie pour comprendre vraiment les messages qui sont cachés, qui ne sont pas toujours explicites. Et ça, si on n'est pas parfaitement bilingue, ça ne marche pas, quoi. On passe à côté de certaines choses. Donc, du coup, tous les mariages anglophones sont plutôt gérés par Flore. Et moi, je viens en renfort le jour J ou en back-office si besoin. Et tous les mariages, on a de plus en plus de mariés francophones, du coup, retombent dans mon panier, on va dire. Et les séminaires, là, du coup, c'est pareil, c'est assez équitable?
On travaille plus en duo, je trouve, sur les séminaires, c'est-à-dire qu'on va partager le brief client ensemble. C'est-à-dire que les premiers rendez-vous clients, on les fait ensemble. Le brief, la présentation du brief du client, on fait ensemble. Ensuite, on échange toutes les deux sur les idées qu'on a. Et souvent, on se répartit les tâches. Donc, une va se concentrer sur tel et tel aspect de l'événement et l'autre sur d'autres aspects. Et on met en commun nos avancées et ensuite on présente aussi ensemble nos propositions, nos suggestions, nos devis aux clients. Oui, puis après, il y en a quand même souvent une qui va prendre le lead et qui sera, on va dire, le contact privilégié du client. Mais en fait, ce qui fait notre force, c'est vraiment d'être un duo. Et les gens nous connaissent, nos clients nous connaissent pour ça, surtout sur le séminaire. Et voilà, on a pas mal de clients qu'ils appellent les drôles de dames. Voilà, c'est un peu notre duo qui fonctionne. Donc, on n'est pas vraiment dissociable. Et puis l'avantage aussi, j'imagine, de faire du séminaire ou du professionnel, c'est qu'il y a de la récurrence peut-être plus que sur du mariage ou le mariage forcément, à part pour des couples qui vont divorcer, peut-être se remarier plus tard. Non, mais c'est vrai que le mariage, on s'investit beaucoup en temps, en émotion et on fidélise pas les clients, évidemment. Après, on arrive à fidéliser les familles, c'est-à-dire que là, on a pour une même famille un deuxième projet prévu pour 2024, mais voilà. Puis les anniversaires aussi, les clients anniversaires, après ils parlent de nous à des amis ou quoi que ce soit, et puis on se retrouve même à faire des choses hors pays du Mont Blanc parce que le contact est bien passé, quoi. Ça me fait transitionner du coup vers la manière dont vous trouvez des clients. Alors vous m'avez dit que déjà de par l'aura et le travail de votre ami qui avait créé ça, vous aviez déjà des leads, des gens, des anglophones qui vous appellent. Est-ce que vous avez travaillé ça un petit peu pour aller chercher des clients plus français? Comment est-ce que vous vous débrouillez pour trouver vos clients? Déjà, on a refait entièrement le site internet, puisqu'elle avait un site internet qui était plus un genre de landing page, qui était que en anglais, qui était beaucoup référencé en Angleterre, mais pas vraiment ailleurs. Donc, nous, le Covid nous ayant laissé pas mal de temps, on a refait tout le site internet à ce moment-là, qu'on a fait en anglais et en français. Et on a beaucoup travaillé sur le référencement aussi sur la France, la Suisse, la Belgique. Donc, ce qui nous a amené des clients. Et quand on tape mariage au pays du Mont Blanc ou mariage montagne, on arrive dans les premiers. Donc, ça nous a permis de développer ça. On a développé tout ce qui était réseaux sociaux qu'elle n'avait pas du tout. Il n'y avait pas du tout d'Instagram avant. On a fait pas mal d'articles dans de blogs, en fait, dans de la presse spécialisée pour avoir de la visibilité, etc. Et puis, donc voilà, les clients arrivent comme ça. Comme ça, et par le bouche à oreille aussi, certains prestataires qui sont en contact avec les clients, que ce soit des lieux de réception, ça peut arriver aussi par un DJ, par le traiteur, par différentes, la coiffeuse, maquilleuse, qui voit que les mariés ont besoin d'aide et qui ont besoin de se décharger du projet qui peut être lourd. Souvent aussi, on a des clients qui arrivent par ce biais-là. C'est vrai. Je reviens sur le référencement, sur le SEO, parce que ça, c'est assez connu, que c'est assez compliqué de se référencer sur 2 pays à la fois, de faire du multilingue. Oui, déjà qu'en français, pur et dur, c'est assez compliqué, surtout selon les régions et la concurrence. Alors vous, en plus, forcément, vous devez être visible dans les pays anglophones et en France. Vous avez fait des choses spécifiques? C'est vous qui avez fait ça? Vous avez délégué peut-être? Oui, on s'est fait accompagner par un professionnel qu'on a rencontré lors d'une formation à la Chambre de commerce et d'industrie d'Annecy, justement en faisant une formation référencement Google et réseaux sociaux. Du coup, c'est lui qui a mis en place toutes nos campagnes de référencement sur tous nos sites internet, donc que ce soit le mariage ou le séminaire. Donc lui a mis en place les campagnes. On a cessé la collaboration il y a quelques temps, mais les campagnes tournent toujours. Donc on essaye à temps perdu, ce qui est plutôt rare, d'aller voir un peu comment ça tourne. Mais très honnêtement, on va pas s'en plaindre, mais pour l'instant le volume de sollicitations est suffisant pour nous à l'heure actuelle. Voilà.
Parce qu'en fait, sur les mariages, on commence à avoir aussi des très bons retours des clients avec des bons témoignages qui sont, d'ailleurs, on les a même pas tous sur notre site puisqu'on va aussi refaire le site internet qui est plus tellement au goût du jour et qu'on avait fait un peu rapidement pendant le Covid. Donc on va recréer le site internet, mais en tout cas, les gens voient les commentaires, les témoignages des clients passés, et ça, je pense que ça leur donne confiance. Et c'est vrai que c'est plutôt, on va pas dire que c'est facile parce que c'est jamais facile. Une fois que le client t'a contacté, il faut gagner le contrat entre guillemets. Mais voilà, ça tourne assez bien. Parce que là, tu m'as parlé de campagne, mais les campagnes, c'est de la pub alors ou c'est vraiment du référencement naturel? Parce que c'est deux choses différentes. Non, justement, c'est deux choses différentes. Il y a les campagnes de référencement payantes. Payant, d'accord. Voilà, okay. C'est-à-dire qu'on donc achète... ça, c'est du Google Ads. Okay. Voilà, exactement, c'est du Google Ads. On achète des mots-clés, des phrases-clés pour justement arriver dans les premières positions quand les gens tapent mariage à la montagne, mariage Megève, mariage Chamonix. On fait aussi du Facebook Ads sur les réseaux sociaux pour aussi être moins visible. Pour le mariage. Maintenant. Moins pour le mariage, mais on en a quand même qui tournent. Je crois plus. Elles ne savent plus. Non, alors apparemment non. Mais en tout cas, pour Google, c'était un peu obligatoire dans le sens où le référencement naturel, ça prend du temps. Il faut s'assurer de la qualité de rédaction du site internet, du référencement des images. Enfin, c'est très compliqué, c'est un métier. C'était pas le nôtre. Donc nous, en fait, on s'est fait accompagner dans la construction du site, mais ensuite on a rédigé nous-mêmes nos textes, on a mis nous-mêmes nos photos. Donc on n'a certainement pas fait les choses totalement dans les règles de l'art. Donc on avait besoin de ce référencement payant qui en fait nous permet d'être visible, même si notre site n'est pas totalement optimisé par Google. Jusqu'au jour où normalement le référencement naturel fait qu'on rejoint un peu la visibilité du référencement payant. Voilà, mais ça reste un métier qui n'est pas le nôtre et voilà, on préfère se consacrer à ce qu'on sait faire. Je vous pose la question parce que moi à la base c'est mon métier. Écoute, on cherche un nouveau président. On pourra en reparler après le podcast. Alors c'est bien parce que justement, moi on avait fait un sondage dans la communauté Planners et on s'était rendu compte qu'il y en avait très peu qui faisaient la publicité. Alors peut-être parce que forcément ça représente un budget et qu'on se dit je vais peut-être pas payer pour ça, mais comme tu l'as dit, c'est vrai que le référencement naturel ça prend du temps. C'est pas dit qu'en plus on va être toujours bien positionné. Là au moins avec la pub, on a la possibilité de choisir les mots-clés sur lesquels on veut apparaître et puis surtout la région dans laquelle on veut apparaître. Donc c'est sûr que pour du multilingue, ça peut être hyper pertinent. Et puis dans tous les cas, après c'est comme tout, c'est des notions de rentabilité, quoi. Il faut que les clients, il faut que les contacts, on les génère à des coûts qui restent intéressants, quoi. Et en fait, on savait aussi quand on a repris le site internet et qu'on a changé d'hébergeur, etc., parce que eux, c'était une espèce de page en Angleterre, etc., on savait qu'on allait nécessairement perdre un peu en référencement, qu'on allait descendre sur Google. Donc, on avait de toute façon besoin d'injecter dès le départ un peu de budget là-dedans pour pouvoir maintenir notre positionnement. Je crois qu'on était redescendu en 3e ou 4e place. Et puis après, avec je crois qu'on est premier ou on se tire la bourre avec la concurrence dont on ne donnera pas le nom. C'est l'un ou l'autre, on est premier ou deuxième. Et voilà, donc ça nous permet de rester là. Après, c'est bien, puisqu'en plus, j'imagine que dans des régions en plus où il n'y a pas trop de concurrence, un peu comme la vôtre, où il y en a moins peut-être que, par exemple, sur Paris, c'est vrai que ce soit le référencement naturel ou même la publicité, d'un côté, c'est sûrement un petit peu plus simple. La pub est un petit peu moins chère aussi, puisqu'il y a moins de concurrence, donc il y a moins de personnes qui achètent les mêmes mots-clés. Et donc, au final, c'est gagnant-gagnant sur les deux tableaux. Après, il y a une chose quand même qu'il faut préciser, c'est que moi, je suis persuadée et convaincue qu'il faut continuer de se faire accompagner sur sur cette visibilité-là, justement parce que c'est un métier, ça peut vite coûter cher. Et surtout, il faut être sûr d'avoir des contacts qualifiés parce que, tu vois, on est référencé sur certaines plateformes, dont Planners, mais il existe aussi d'autres plateformes sur lesquelles on est référencé de manière gratuite parce que, voilà, on ne voulait pas non plus investir de l'argent partout. Mais il faut être sûr d'avoir des contacts qualifiés, c'est-à-dire des mariés qui
que ton service soit adapté aux couples qui te contactent. Et nous, en ça, par exemple, on communique beaucoup sur le destination wedding, c'est-à-dire que on ne marie quasiment jamais. On va avoir un couple là l'année prochaine, mais depuis le temps qu'on fait ça, c'est le premier. On n'a pas affaire à des mariés qui sont locaux, c'est-à-dire qui habitent Megève ou qui habitent Chamonix ou qui habitent dans la région. C'est souvent des mariés qui vivent à l'étranger ou qui vivent ailleurs en France, qui ont une attache particulière avec Megève et Chamonix ou la montagne, et qui veulent du coup, qui choisissent la destination et qui viennent se marier. Voilà. Donc en ça, c'est important de se faire accompagner justement pour être sûr d'avoir les contacts qui correspondent au service que tu proposes. En parlant de montagne, là, du coup, ils viennent chercher quoi, les gens qui vous contactent à Megève Parce qu'en plus, alors là, à l'heure où on enregistre ce podcast, on est début novembre 2023, donc j'imagine que pour vous, alors tous les wedding planners qui organisent les mariages en été, ils finissent plus ou moins leur saison en ce moment. Vous la démarrez, j'imagine. Oui. Donc, ouais, donc qu'est-ce qui... Quoi, pardon ? Il a neigé ce week-end. Oui, c'est ce que je voulais vous demander, puisque moi, je suis pas très loin de chez vous, je suis à Aix-les-Bains. Oui. Et donc, on a de la pluie sans discontinuer depuis quasiment une semaine. D'ailleurs, c'est très, très chiant. Mais ouais, je me posais la question, puisque nous, on a le Mont Revard qui est juste au-dessus, ça doit être à 1005 à peu près, et il commence à y avoir un tout petit peu de neige. Ouais. Donc, vous, j'imagine que dans votre coin, ça doit être encore plus... Ça n'a pas tenu, mais... Il a neigé. Sur les sommets un peu. Ah, les sommets, oui, mais en ça y est, on sent que ça approche. Donc effectivement, oui, nous, c'est le lancement de la saison, et on va d'ailleurs... on a fini notre saison d'été, le week-end dernier. Le dernier mariage estival était le 28 octobre. Et puis là, on relance la saison le 9 décembre avec 2 mariages le même jour. Et là, c'est un peu le challenge de cet hiver, c'est qu'on a plusieurs week-ends avec 2 mariages par week-end. Donc, on va jongler, mais on sait faire, donc il n'y a pas de souci. Et les gens, qu'est-ce qu'ils viennent chercher ? Ils viennent chercher un cadre féerique. C'est, pour les Anglais, c'est ce qu'ils appellent le Winter Wonderland, et qui est vraiment ce côté avec la neige. Alors, on fait beaucoup de mariages en extérieur, beaucoup de cérémonies en extérieur. Donc les gens, ils viennent à la neige, ils savent qu'a priori il va faire froid et que en été, j'ai envie de te dire, t'as espoir qu'il va faire beau, mais nous à la montagne, c'est qui tout double. Alors que en hiver, a priori il va faire froid et a priori il y aura de la neige. Et donc c'est le côté avoir son plaid, le vin chaud, C'est la carte du cocooning et de la convivialité souvent que les gens viennent chercher, au-delà du cadre féerique. Si on parle purement de Chamonix, du coup le cadre féerique des glaciers et de la haute montagne qui par chance est accessible via les remontées mécaniques. Et ça permet d'offrir vraiment un cadre très particulier. C'est une manière de célébrer ce moment particulier aussi. Les gens aiment bien choisir la destination Chamonix pour l'effet waouh, quoi. Vraiment pour marquer les esprits et symboliser leur union. Et j'ai quelques questions là qui me viennent, qui sont vraiment par pure curiosité. Parce que par exemple, là, si demain vous aviez un mariage en station, j'imagine que les remontées mécaniques ne sont pas forcément ouvertes. Est-ce que vous avez moyen de les ouvrir spécifiquement pour le jour du mariage ? Est-ce qu'il y a moyen aussi en station de, je sais pas, faire une cérémonie laïque au milieu de la montagne sans forcément que ça pose problème ? Et est-ce que c'est autorisé ? Déjà, voilà, des petites questions comme ça de curiosité. Alors, j'ai envie de dire, tout dépend du budget. En principe, les personnes qui veulent se marier en hauteur en utilisant les remontées mécaniques, c'est fait lorsque les remontées mécaniques sont ouvertes, donc sur la période d'ouverture. Maintenant, s'ils voulaient ouvrir hors ouverture, ce serait potentiellement négociable, mais là, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire ouvrir des remontées mécaniques hors saison, quoi. Parce que, par exemple, pour te donner une idée, en hiver, les remontées mécaniques qui terminent à 4h30, 5h, si tu veux prolonger d'1 heure pour pouvoir continuer ta cérémonie ou ton vin d'honneur sur les pistes et redescendre plus tard, l'heure supplémentaire, c'est minimum 3 000 euros. D'accord. Voilà. Okay.
Par Oui, c'est un exemple. petit budget supplémentaire, ouais. Voilà, un petit budget supplémentaire. Après, sur Chamonix, il y a des remontées mécaniques qui sont ouvertes quasiment toute l'année. C'est-à-dire que là, il y a des périodes de fermeture peut-être sur le mois de novembre, mais tout ce qui est Montant-Vert, Aiguille du Midi et d'autres gros porteurs sur la station sont ouverts relativement longtemps sur la saison d'hiver et longtemps sur la saison d'été également. Voilà. Et puis après, on a aussi des moyens de faire des choses en montagne sans accès. Alors, tu vas pas aller très haut, mais on a des coins qui peuvent être sympas, accessibles sans remontée mécanique. Et pour ce qui est des endroits en montagne, alors tout dépend de où on se situe. En hiver, si on est sur le domaine skiable, il faut demander des autorisations aux remontées mécaniques et aux exploitants du domaine skiable. Et tu pourras pas être à un endroit où les gens skient, où ça peut être dangereux. Enfin, il faut être à un endroit un peu à l'écart. Et si c'est en été, ça dépend à qui appartient le lieu. Si c'est exploité par la mairie, nous, là en montagne, on a ce qu'on appelle les consorts. C'est des espèces de regroupements de propriétaires qui mettent ces terrains qu'ils ont en altitude en pâturage l'été. Donc, c'est des négociations avec eux. Des autorisations, et puis après il faut voir avec les troupeaux où est-ce que vont être les troupeaux, à quel moment, enfin voilà, c'est après si les troupeaux sont pas loin, c'est bien, ça fait un côté aussi un peu oui. Ah bah écoute, c'est authentique quoi. Oui, cet été c'était authentique, il a fallu y aller le matin même avec la pelle pour enlever les excréments. On a fait une cérémonie de mariage dans une forêt qui est en fait aussi dans un champ de vaches. Et on avait 120 personnes à installer, dont les mariés, dont la mariée, qui n'étaient pas forcément équipés pour venir se marier dans le champ. Et donc, la veille et le matin même, en effet, il a fallu qu'on aille un peu peler les traces des animaux et pour organiser cette belle cérémonie dans la forêt. Là, c'est vrai que vous êtes vraiment dans un endroit où votre prestation, elle se justifie d'autant plus, puisque justement, enfin, moi, demain, j'ai envie de me marier à la montagne, je ne sais pas par où démarrer, surtout pour le côté logistique et lieu. Là, tu vois, tu me parles de consorts, j'en avais jamais entendu parler. Il y a effectivement savoir s'il faut demander à la mairie, savoir s'il faut demander plutôt aux exploitants du domaine skiable. Enfin bon, voilà, j'imagine qu'il y a tout ce côté-là qui vous est votre cœur d'expertise du fait que vous connaissez bien la région et que vous avez déjà organisé plein de mariages. Donc ouais, ça c'est sympa et j'imagine que c'est un gros plus que vous mettez en avant quand les gens vous contactent. J'allais dire, c'est ça qui fait notre force en fait. C'est l'ancrage local de Flore sur Chamonix et puis de moi sur Megève et dans les alentours. Ça fait de nombreuses années qu'on est présente. Le fait qu'on connaisse pas mal de contacts au niveau des remontées, au niveau des propriétaires terriens, au niveau de certains prestataires, ça nous facilite quand même la tâche très régulièrement parce que il faut toujours entrer en négociation. Les mariés qui viennent à la montagne viennent pas faire le même mariage que quelqu'un d'autre qui serait marié la semaine d'avant. Donc il faut toujours trouver des lieux différents, des combinaisons différentes et donc il faut qu'on fasse appel aux uns et aux autres. Souvent le jour J, ça peut arriver qu'on ait des contretemps, donc ça aide toujours d'avoir le bon contact à tel endroit qui va essayer de nous décoincer un peu la situation ou qui va réussir à faire passer certaines choses. Voilà. C'est une force et c'est vrai que quand les gens viennent se marier dans un endroit où ils n'habitent pas, c'est beaucoup plus compliqué. Et ce qui est vrai aussi, c'est que, par exemple, ce qui est valable une année dans un coin de la montagne où tu pouvais faire telle et telle chose, et ben l'année suivante, tu sais pas pourquoi, c'est plus possible. Donc, il faut retrouver soit d'autres lieux, soit d'autres moyens de pouvoir le faire, etc. Ou les nouveaux contacts. Enfin, c'est toujours un peu challenge, mais c'est ce qu'on aime aussi. Oui, parce que la réglementation en montagne, elle évolue chaque année. Il y a des décisions qui sont communales, il y a des décisions qui sont préfectorales. Donc, il y a des autorisations qu'on peut ou pas obtenir. Donc, il faut vraiment être au fait de ça et chaque année, on remet tout sur le tapis, quoi. Et là, vous me parliez de la saison d'été. Vous, en termes de répartition, vous en faites quand même plus l'hiver ou c'est bien réparti sur l'année? Ah non, je pense qu'on fait 80% des mariages en hiver. Oui. Et 20% en été, mais on a de plus en plus de demandes en été puisque les dates en hiver sont pas extensibles et que les mariés qui veulent absolument se marier à la montagne sont éventuellement prêts à faire une concession sur la saison, mais en tout cas le cadre
Ouais. Souvent, non, hein, c'est la montagne, quoi qu'il arrive. Parce qu'on prend jusqu'à 2 mariages par week-end, mais pas plus. Là, on ne peut pas gérer plus. Après, c'est compliqué de se démultiplier. Ouais, c'est ça. Mais, non, puis on a besoin d'avoir la même équipe autour de nous. Donc, comme disait Fleur au début de l'entretien, on a 2 jeunes filles en apprentissage qui viennent d'arriver, de rejoindre notre agence. Et autour de ça gravite tout notre carnet d'adresses de prestataires avec qui on a l'habitude de travailler, sachant qu'on ne travaille pas que avec eux, mais voilà, c'est souvent notre premier cercle de contact. Et ensuite, on a d'autres freelances avec qui on a l'habitude de travailler en renfort, surtout sur la logistique, parce que quand on se marie en montagne, on a souvent un lieu pour la cérémonie où il y a une certaine logistique parce qu'on est la majorité du temps en extérieur, donc on crée un lieu en fait en extérieur pour la cérémonie et ensuite un autre lieu pour le vin d'honneur et éventuellement un autre lieu pour le dîner, la soirée. Donc on a besoin d'être nombreuses. Après, ce qui est bien aussi avec les mariages en hiver, c'est que forcément, vous, votre saison, elle est plus sur les mois d'hiver, un peu moins sur les mois d'été. Elle est peut-être un peu moins. Et puis en plus, si vous faites un peu des mariages l'été, ça vous permet d'avoir une saison un petit peu plus longue, peut-être faire plus de mariages au global que quelqu'un qui en ferait que l'été, forcément. Et puis peut-être que vous avez un peu plus l'opportunité d'aller en vacances l'été, contrairement à celles qui font que des mariages entre mai et septembre. Ouais. C'était un peu le but de l'agence aussi, c'était de retrouver une qualité de vie qu'on avait un peu perdue dans les expériences passées et essayer de maîtriser mieux notre temps. Après, c'est un peu plus compliqué d'aller skier, quoi. Mais bon, on peut pas tout avoir. C'est vrai que l'année dernière, on avait un mariage, parce qu'on n'a pas eu de neige en début de saison, et puis on avait un mariage fin janvier, et il avait neigé, 3 jours avant, mais vraiment beaucoup neigé. Et on était au mariage, on préparait, et puis je disais à Jen, purée, mais regarde les pistes là, mais regarde comme c'est beau, on pourrait aller skier. Enfin, c'était une frustration, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Les clients d'abord. Et puis c'est vrai que l'année dernière, il n'avait pas tant neigé que ça au final. Donc, non. Ouais. Bon. On verra cette année. On va croiser les doigts. J'ai vu aussi que vous faisiez du mariage zéro déchet. C'est quelque chose sur lequel vous vous êtes mis assez récemment, ou vraiment ça a été un objectif dès le début de vous ancrer dans une démarche comme ça écologique? Alors c'est définitivement la ligne de conduite d'origine. Donc tous nos séminaires sont dans l'esprit éco-responsable, où on va faire voyager les gens qu'en train, ils vont faire des activités régénératives pour l'environnement. Le mariage, on y est venu parce qu'on a eu une demande spécifique d'un couple qui voulait un mariage zéro déchet. Donc on a trouvé ça génial parce que c'était aussi un challenge et de faire les choses un peu différemment. Après, autant la clientèle séminaire, ils sont persuadés que quand ils vont faire quelque chose, leur impact, il faut le diminuer. Donc, on arrive assez bien à les orienter vers ce qui nous tient à cœur. Sur le mariage, c'est plus difficile dans le sens où c'est leur jour, c'est leur souhait, ils veulent faire ci, ils veulent faire ça. Donc, il y a des choses... par exemple, quand ils veulent des bouteilles d'eau en plastique, nous, on leur dit qu'on ne le fait pas, qu'il faut trouver d'autres solutions. On va pas faire de transport en hélicoptère, ce genre de choses, mais après, par exemple, je sais pas moi, pour les fleurs, on peut essayer d'orienter soit vers des fleurs sèches, ou là on avait fait des fleurs en papier pour le mariage zéro déchet avec des dictionnaires recyclés, etc. Mais c'est plus difficile parce que c'est le jour où les clients ils veulent les marier, peu. C'est leur rêve, quoi. Donc on peut orienter vers certaines choses. Par exemple, pour les confettis à jeter après le mariage, on va leur dire on peut jeter des graines d'oiseaux, par exemple, plutôt que quelque chose qu'on va jeter, puis qu'après, il va falloir ramasser, puis ça va à la poubelle, ou ça va même faire des résidus qui vont polluer, etc., quoi. Donc, on donne des petites orientations, mais on ne peut pas l'imposer, quoi. Oui, c'est sûr, c'est pas normal. À part pour ceux qui viennent aussi vous voir pour ça, il y en a peut-être qui, du coup, viennent vous voir pour ça, si vous communiquez un peu là-dessus. Il y en a, mais en effet, dans le mariage, c'est encore pas ancré. C'est-à-dire, en effet, les gens, ce jour-là, veulent se faire plaisir et ont l'impression que si on fait différemment, pour les fleurs, pour la déco, pour certaines choses, ça va être moins bien. Alors, à nous d'essayer de les convaincre que non, ça peut être tout aussi beau et tout aussi spectaculaire, mais en tout cas, sur le mariage, les gens ont du mal encore à faire la démarche.
Ah oui, puisqu'en plus, c'est sûrement un événement qui est réfléchi depuis longtemps. On s'est fait son film dans sa tête, donc il y a un truc un tout petit peu différent par rapport à ce qu'on avait imaginé à la base. J'imagine que parfois, ça passe pas forcément, quoi. Et puis les gens, avec les réseaux sociaux et Pinterest, les gens se projettent et se construisent des schémas bien précis. Donc c'est difficile de réorienter certaines choses. Et c'est quoi là votre plus gros souvenir de mariage à la montagne? Puisque j'imagine qu'on peut se retrouver dans des situations, des cadres qui doivent être vraiment assez originaux. J'ai vu passer des photos sur votre compte Insta avec des gens qui étaient sur des skis, je crois, ou sur un snow. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent en tête là quand je vous pose cette question? Moi, Ou j'en à ai chaque plein. fois, c'est un peu Il y a, le tout premier vraiment atypique, c'est le mariage sur le glacier. Oui, moi c'est ça qui me venait en tête aussi. Vas-y, raconte-le. Ça, c'était un couple américain et c'était vraiment un tout petit mariage. Il y avait que eux, le célébrant, le photographe, le guide de haute montagne et moi. Et là, on était encordés, on est monté sur un glacier, donc crampons, etc., piolet. Et elle était avec sa robe de mariée en crampons, piolet. Et puis on est monté sur le glacier, on a fait la cérémonie là-haut. Et on est redescendu. Et ça, c'était assez exceptionnel parce que c'était tout petit, mais en termes de waouh, c'était génial. Et bon, après, on a l'arrivée en ski de James. C'est vrai qu'on vit quand même des choses assez phénoménales. On a eu une arrivée en ski des mariés pour la cérémonie. Donc ça, c'était sur le domaine skiable de Megève. On a fait une descente au flambeau. C'était vraiment une surprise pour les invités, c'est-à-dire qu'on avait choisi un lieu au pied des pistes qu'on avait privatisé. On a fait venir donc les invités. Ils ont commencé par boire un vin chaud, jus de pomme chaud, histoire de se mettre dans l'ambiance. En plus, c'est vraiment un soir où il a fait très 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 froid. C'était fin janvier cette année et il a fait presque moins 25 degrés. Vraiment glacial, mais il a fallu qu'on tienne les invités dehors jusqu'à la tombée de la nuit. Donc en janvier, c'était aux alentours de 17h30, 18h. Pour faire l'arrivée du marié avec ses témoins sur une musique incroyable par la piste, encadré par des moniteurs avec des flambeaux. Enfin, c'était assez magique. Il fallait qu'on attende que la piste soit fermée et damée. Oui. Et après, donc, eux, ils sont montés avec la dernière benne, ils ont attendu, nous, on faisait patienter les invités, ils sont arrivés, c'est vrai que c'était assez magique. C'était un truc assez chouette. Et puis après, on en a eu un autre aussi cet été au mois de juillet. Donc là, pour le coup, c'était vraiment un mariage estival en montagne, en plein Cosmo Jazz à Chamonix, qui est un événement majeur de concerts en extérieur, partout en montagne, sur les glaciers, etc. Et là, on avait un mariage de 180 personnes. Au sommet du domaine skiable. Donc, il a fallu qu'on achemine les 180 personnes au milieu de la foule des randonneurs, etc. Sur une plateforme vraiment qui surplombait Chamonix et qui était face au glacier et au Mont Blanc juste en face. Et en fait, on est monté le matin installé, on était dans le brouillard, il faisait un froid de canard, enfin, c'était vraiment pas très agréable. Et en fait, au moment de la cérémonie, quand les invités sont arrivés, se sont mis en place et que les mariés ont fait leur entrée, là, on a eu un espèce d'éclair de magie, c'est-à-dire que les nuages se sont dégagés. On a eu un rayon de soleil, on a eu la vue sur les glaciers. Enfin, c'était juste fabuleux. Et puis l'accès était assez... il fallait prendre 2 remontées mécaniques, donc pas perdre les 180 personnes au milieu, en sachant qu'il y avait plusieurs personnes à mobilité réduite et une personne malvoyante, et que les personnes à mobilité réduite, il y a un passage, il fallait les porter, quoi. Il n'y avait pas d'accès. Donc c'était un challenge assez intéressant et qui était vraiment magique, quoi. Vraiment magique. Bon, je pense que nos auditeurs et nos auditrices là ont rêvé un petit peu avec nous. On va transitionner sur le dernier segment du podcast où j'ai quelques questions que je pose à tous mes invités. Et donc la première serait de savoir si vous entendez souvent des mauvais conseils, des idées reçues
dans le domaine de l'organisation de mariage? Tu veux dire de la part d'autres planeurs ou de... De la part des mariés, des invités, ou ou de la part ou vous peut-être des pratiques ou des voilà que vous voyez et avec lesquelles vous n'êtes pas aligné ou des façons de faire que vous faites différemment ou voilà, enfin, ça peut être plein de choses. Moi, je dirais, enfin, je sais pas si je réponds vraiment à ta question, mais moi, je dirais que notre meilleur ennemi, c'est Instagram et Pinterest, comme on disait tout à l'heure. Et en fait, c'est ça qui nous dessert le plus, je pense, actuellement. Enfin, ça nous sert et ça nous dessert. C'est une arme vraiment à double tranchant. Parce que ça fait rêver les gens, ça leur donne une idée précise de ce qu'ils veulent. Mais en général, il n'y a pas le budget qui va derrière. Donc, on peut tout faire, mais... je crois que ouais, je dirais, c'est des conseils qui sont intéressants, mais souvent qui sont pas réalisables dans le budget des clients. Et en termes de logistique. Ouais, et parfois ça va les agacer parce qu'ils voient ça, ils ont envie de ça et tu peux pas le faire. Alors après, ça répond pas vraiment à ta question. Si, c'est bien, puisque c'est... Oui, exact, mais... C'est la première fois en fait qu'on nous dit ça sur le podcast et je trouve ça super intéressant parce que c'est vrai que quand tu le dis, au final, ça paraît logique. Et puis ça, je pense que c'est pareil dans tous les domaines. Quand tu veux refaire ta déco, tu peux aller sur Pinterest, tu vois des maisons de fous. Mais là, quelque part, c'est peut-être un peu plus simple de se dire que c'est un peu trop... Enfin, c'est peut-être pas dans le budget. Un événement ou une situation, je pense à un mariage par exemple sur les pistes, c'est sûr que les gens, quand ils préparent leur mariage ou s'ils ont l'idée d'aller se marier au ski sur une piste de ski, ils n'imaginent pas tout le travail, toute la logistique, toutes les autorisations derrière qu'il faut avoir. Et c'est vrai que oui, quand tu le dis, ça paraît logique. Et puis c'est vrai que derrière, il y a c'est peut-être assez simple et puis très rapide de se dire, allez, c'est ça que je veux. Et de tomber de haut quand les personnes viennent vous voir et que vous commencez à leur parler de budget. En fait, c'est parfait en termes d'inspiration parce que ça nous donne des points de départ, des ambiances, des tendances. Donc, souvent au démarrage, ça nous aide. Mais en effet, on peut vite entrer en frustration quand on commence à regarder de manière plus précise et à aligner un petit peu les chiffres. Et même si les mariés ont envie de se faire plaisir, on a, en tout cas jusqu'à présent, jamais eu de mariés avec un budget no limite. Et donc, si c'est pas des contraintes logistiques qui nous freinent, ce sera forcément des contraintes budgétaires. Écoute, je me satisferai de votre réponse, quoi qu'il arrive. Après, on peut pas échapper aux conseils des mamans, des sœurs, des grand-mères, des belles mamans, voilà, qui ont aussi elles leur idée en tête et qui essayent de, alors peut-être pas de les imposer, mais qui les amènent régulièrement dans la conversation. Donc nous, on essaie toujours d'être bienveillants par rapport à ça, évidemment. On connaît pas les implications des uns et des autres dans le cercle familial. Maintenant, on essaie toujours de communiquer avec nos futurs mariés en leur mettant bien en tête que c'est leur mariage, que évidemment il y a des attentes de leur part, ça c'est évident, mais de la famille et de l'entourage proche, mais que attention, c'est votre mariage. Voilà, donc on va pouvoir faire plaisir à beaucoup de monde, mais il ne faut pas que ce soit au détriment de la volonté pure des mariés. Et ça, c'est pas toujours facile. Est-ce qu'il y a un outil, un logiciel ou un objet dont vous ne pourriez pas vous passer dans votre quotidien? Oui. Le déo. Oh, c'est le Jean-J. Il est à la montagne, mais non. À la montagne, non, il fait froid. Si, on transpire, je te rassure. Avec nos grosses vestes et nos moon boots, on est des fois déçus. Alors moi, mon outil number one, c'est Flore. C'est évident, si, c'est sûr, parce que c'est mon deuxième cerveau et c'est ma deuxième paire de jambes et de bras. Et après, l'outil classique, ta tête, ton téléphone, ton cahier et ton stylo. Hein. Ouais, non, le téléphone. C'est plus la team stylo que oui. Que Google Doc. Mais après, évidemment, hein, on a des outils de planning, mais on utilise,
voilà, Google Drive, les Google Sheets, etc., où on a nos documents là-dessus. C'est plus pour nous rassurer parce qu'on fait des déroulés, je pense comme tous les wedding planners et tous les organisateurs d'événements, on fait des déroulés minute par minute, très détaillés, qui fait quoi, à quel moment, etc. Et au final, le jour J, on ne le regarde pas parce qu'on le connaît par cœur et qu'on n'a pas le temps de se repencher dessus. Mais c'est plus comme un garde-fou où, en effet, quand on va partager après avec l'équipe le déroulé du jour J, l'équipe va nous reposer des questions. Est-ce que tu as pensé à ça ou à quel moment il se passe ça et ça et voilà. Mais sinon, c'est la tête et le téléphone. Et le déo. Et l'équipe. En termes de tendances, est-ce que vous voyez des tendances qui émergent là en ce moment ou qui vont arriver sur les prochaines années? Nous, on a beaucoup de demandes de mariage style festival, bohème, où les gens ils veulent être sous tente stretch, même à la montagne, quoi. Sauf que nous, le terrain ici, c'est assez limité et que les budgets, ça coûte 2 à 3 fois plus cher de faire ce genre de mariage que faire un mariage dans un restaurant ou dans un lieu plus classique. Donc c'est un peu la tendance où les gens ils ont envie de faire un truc qu'ils appellent simple, qui en fait n'est pas simple du tout. Mais c'est un peu la tendance et souvent donc ils en reviennent de cette idée. Mais sinon, on est beaucoup sur des formats plus longs que juste le jour J. Et en fait, la tendance, c'est souvent de réduire le nombre d'invités et de trouver un lieu qui puisse accueillir tout le monde pendant les 2 ou 3 jours de mariage, puisque tout le monde se déplace pour venir célébrer le mariage. Donc souvent, ça commence dès le jeudi ou le vendredi jusqu'au dimanche ou lundi matin. Donc là, on a quand même la tendance de réduire le nombre d'invités, trouver un lieu qui puisse accueillir tout le monde et passer plus de temps ensemble que seulement la journée du samedi. Traditionnellement, c'est le samedi, le mariage. Mais on est plus sur des dîners d'accueil le vendredi, une activité peut-être tous ensemble le samedi, un beau mariage le samedi et encore un moment fort le dimanche, un brunch, un déjeuner en altitude, histoire de prolonger le séjour et de passer un dernier moment chaleureux tous ensemble. Une journée ski, par exemple, ça peut être sympa. Une journée ski, par exemple, c'est ça. Randonnée, ça marche aussi. Très cool. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De la neige pour cet hiver. Alors, la danse de la pluie. C'est ça. Même si on s'est rendu compte avec les débuts d'hiver qui sont de plus en plus compliqués, que tous nos partenaires sont très agiles là-dessus et qu'on a la chance d'avoir un cadre magnifique, qu'il soit enneigé ou pas. Donc voilà, qu'il y ait de la neige ou pas, évidemment la neige rajoute de la magie là-dessus, mais on peut faire des événements en extérieur même sans neige, heureusement pour nous. Maintenant, c'est vrai que pour la magie de tout ça, de la neige en hiver, c'est mieux. Bon, en tout cas, là, c'est sûr que ça démarre bien, parce que même cette semaine, ils annoncent pas un temps de fou, donc il manque plus que la vague de froid. En tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous aujourd'hui. J'imagine que ça en aura peut-être même convaincu quelques-uns et quelques-unes de... pourquoi pas décaler la date de leur mariage et de tirer vers les mois d'hiver. Et en tout cas, on vous souhaite le meilleur pour la suite et puis peut-être à une prochaine sur le podcast. Merci à toi. Bonne continuation aussi. À bientôt. Bye bye. Merci, bonne journée. Ça y est, c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, j'espère qu'il t'aura plu. Pour nous pousser à continuer l'aventure et à diffuser notre message à toujours plus de personnes, nous avons besoin de ta contribution. Pour cela, il te suffit de prendre 2 minutes pour te connecter à ta plateforme d'écoute préférée afin de nous laisser ton avis sur le podcast et 5 étoiles de préférence. C'est très simple et surtout, ça nous aidera beaucoup. Et enfin, n'oublie pas, si tu es wedding planner, tu as encore la possibilité de créer gratuitement ton compte sur planners.fr. Profites-en vite avant que l'accès ne devienne payant. Et quant à moi, je te laisse et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao.